Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme Égypte à la une et avec les dernières actualités où le président Abdel Fattah el-Sisi a déploré la mort du pape François du Vatican qui a laissé un grand héritage pour l'humanité. Le président el-Sisi a salué ses efforts incessants pour ancrer les valeurs de tolérance et de coexistence entre les adeptes de différentes religions. Le président a salué un homme qui a toujours été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles. Le président a également rappelé son plein soutien à la cause palestinienne, appelant constamment la communauté internationale à conjuguer les efforts pour mettre fin au conflit israélo-arabe. Le président ici a présenté ses sincères condoléances au Vatican pour la mort du souverain pontife. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le pape Tawadros II à l'occasion, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc à l'occasion de la fête des Pâques. Le président el-Sisi a réaffirmé au pape Tawadros II la forte unité nationale et les liens de fraternité et d'amour entre le peuple égyptien, musulman et chrétien. Le président a également envoyé des messages de félicitations à la communauté copte expatriée par l'intermédiaire des ambassades et des consulats du pays. La semaine sainte s'est terminée ce dimanche 21 avril 2025 par la célébration de Pâques dans toutes les églises à travers l'Égypte. Les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. La veille à la messe, le pape Tawadros II, patriarche de l'église copte orthodoxe, a exprimé sa grande appréciation pour les vœux sincères du président de la République à cette occasion sacrée et pour son soutien et sa solidarité avec les chrétiens depuis sa prise de fonction. L'Église copte orthodoxe a célébré ce dimanche 20 avril la fête de Pâques dans une ambiance marquée par l'unité nationale. D'importants dispositifs sécuritaires ont été déployés autour des églises à travers la République en prévention de toute tentative de déstabilisation au cours des fêtes. Ce samedi 19 avril, le pape Tawadros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, a présidé la messe de Pâques à la cathédrale de Saint-Marc à Abbassia. Des ministres, de hauts responsables d'État ainsi qu'un représentant de la présidence ont assisté à la messe à côté des centaines de fidèles chrétiens. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu à féliciter le pape Tawadros II ainsi que tous les chrétiens d'Égypte à l'intérieur et hors du pays à l'occasion de Pâques. Dans un message publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président leur a présenté ses meilleurs vœux, rappelant à cette occasion les préceptes de Jésus guidant l'humanité à la paix et à l'amour. Pour sa part, le pape Tawadros II a remercié le président el-Sisi ainsi que tous les responsables pour leurs félicitations, notamment le Premier ministre et les ministres de la Défense et de l'Intérieur, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib, le ministre des Waqf et le mufti de la République ont également félicité le pape. La fraternité unissant musulmans et chrétiens en Égypte est un modèle de coexistence, de tolérance et de citoyenneté à suivre partout dans le monde, a affirmé le grand imam d'Al-Azhar. Le pape Tawadros II a lui exprimé sa grande appréciation pour la visite des dignitaires musulmans et de hauts responsables à la cathédrale qui incarne la solidité des relations entre les deux composantes de la société égyptienne, musulmans et chrétiens, qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Pâques est la fête la plus importante pour les chrétiens. Après avoir vécu le carême et la semaine sainte, les chrétiens d'Égypte fêtent le dimanche de Pâques la résurrection du Christ. Alors, comment fête-t-il Pâques? En Égypte, Pâques revêt une signification culturelle et religieuse unique, mêlant tradition ancienne et pratique chrétienne. Dans la religion chrétienne, Pâques correspond à la résurrection du Christ, 3 jours après sa mort. Cette fête s'échelonne sur une semaine complète et succède au jeudi saint, en mémoire de la scène et du vendredi saint où Jésus est mort sur la croix. Mais la période de Pâques est encore plus longue et débute avec le carême, 55 jours avant Pâques. Traditionnellement, le dimanche de Pâques est le grand moment de l'année pour les chrétiens, un jour chômé où l'on assistait à la messe. Au cours de la semaine sainte, des prières ont lieu quotidiennement dans toutes les églises à travers la République, et les chrétiens affluent vers leurs églises au cours de cette semaine. Beaucoup d'entre eux jeûnent sans nourriture ni eau toute la journée jusqu'à 15 heures.
Le dimanche des rameaux, les églises sont décorées de draps blancs et de feuilles de palmier pour recevoir Jésus-Christ, représentant sa célèbre entrée à Jérusalem. Les vendeurs de feuilles de palmier se rassemblent près des églises et tissent des feuilles en forme de couronne, d'âne ou d'anneau. Les enfants vont à l'église en tenant leurs feuilles de palmier et en portant du blanc. Le jeudi saint, de nombreuses églises le célèbrent en organisant des cérémonies au cours desquelles un prêtre lave les pieds de certains membres de la congrégation. Le vendredi saint, les églises suspendent les tissus noirs en signe de deuil de la mort de Jésus-Christ et prient toute la journée. La plupart des croyants jeûnent sans nourriture ni eau jusqu'au coucher du soleil. Une veillée spéciale toute la nuit jusqu'à l'aube a lieu le vendredi saint et se termine par une messe le samedi matin. Pendant la veillée, pasteurs et croyants lisent le livre de l'Apocalypse. La veillée représente l'Église attendant la seconde venue de Jésus-Christ. La plupart des familles chrétiennes sont occupées pendant la veille de Pâques à décorer leur maison, à acheter de nouveaux vêtements, à préparer la nourriture pour les festivités et à suivre la retransmission en direct depuis Jérusalem, montrant le miracle du feu sacré. Certaines églises coptes recréent la résurrection de Jésus en utilisant des lumières et des sons. La veille et le jour de Pâques, les foyers chrétiens sont remplis de gens rassemblés autour d'une grande table remplie de somptueux plats de viande et de volaille. Après une longue période de jeûne, les enfants reçoivent des cadeaux, surtout des œufs, des lapins au chocolat et des pâtisseries. En Égypte, Pâques est célébrée par les Coptes catholiques ou orthodoxes, mais la fête qui rassemble l'ensemble du pays, musulmans et chrétiens, c'est traditionnellement le lundi de Pâques, jour de Cham el-Nessim. Ce jour est une ancienne célébration de l'Égypte pharaonique rattachée à la fête du Pâques au IVe siècle par le patriarche Athanas d'Alexandrie qui organisa le calendrier festif en Égypte. Cham el-Nessim est une fête nationale égyptienne marquant le début du printemps. Plus de détails dans ce commentaire. Cham el-Nessim, ou respirer la brise, est une fête populaire nationale en Égypte. C'est un jour férié qui célèbre le printemps. Elle a lieu chaque année le lundi de Pâques copte orthodoxe. En 2025, Cham el-Nessim a lieu ce lundi 21 avril. Lors de cette fête, les Égyptiens envahissent les jardins, les parcs publics, les pelouses, les bancs et les champs où ils organisent des pique-niques géants. C'est un grand rassemblement national annuel qui compte plus de 60 millions de personnes à travers tout le pays. Les gens mangent pour l'occasion du poisson cru conservé dans le sel, des œufs, des oignons, de la laitue et des pois chiches verts. On pense que Cham el-Nessim est une fête qui trouve ses origines au temps de l'Égypte pharaonique, car des fouilles archéologiques ont montré de ce genre de célébration datant d'il y a 4700 ans. Elle tire son nom du terme hiéroglyphe Shemou, qui veut dire renaissance ou début de la vie, quand les premiers bourgeons apparaissent et la terre se verdit avec le début du printemps. Le printemps et surtout son début incarnent toujours, quasiment dans toutes les anciennes civilisations, le début de la création et la renaissance des êtres vivants. À cette occasion, les Égyptiens de l'époque se rendaient aux abords du Nil et dans les lieux où il y a de la verdure. Ils s'offrent des œufs colorés, du poisson salé, des oignons et de la laitue. Ces aliments sont présentés par les anciens Égyptiens en offrande à leurs dieux à l'occasion de cérémonies du printemps et renvoyaient chacun de ces aliments à un symbole, comme par exemple les œufs qui symbolisent le début de la vie chez les Égyptiens de l'époque, en référence au poussin qui éclot d'une manière inerte sur la colline primordiale au début de la création du monde, selon la pensée théologique égyptienne ancienne. Le poisson salé est l'expression de l'attachement des Égyptiens au Nil, d'où proviennent les poissons. Le fait que le poisson que l'on conserve pendant des mois dans des grands barils de sel évoque alors la momification, tradition pharaonique qui était considérée comme le premier pas qui assurait l'accès au monde de l'éternité. L'oignon,
symbolise la volonté de vivre et de vaincre la mort et les maladies. L'oignon était suspendu au mur des maisons pour cette occasion. Et enfin, les laitues, une plante sacrée qui symbolisait la jeunesse éternelle. Le ministre de l'Agriculture, Ala Farou, a inauguré samedi 19 avril la 92e édition de l'exposition Fleurs du Printemps au musée agricole à Doki dans le gouvernorat de Gizeh. L'exposition Fleurs du Printemps est connue comme étant la plus grande exposition au Moyen-Orient. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre de l'Agriculture a inauguré ce samedi 19 avril la 92e édition de l'exposition Fleurs du Printemps au musée agricole à Doki dans le gouvernorat de Giza. L'exposition se tiendra jusqu'au 19 mai avec plus de 160 exposants. Pour la première fois, elle est organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Selon le ministre de l'Agriculture, l'Égypte possède tous les critères pour le succès du secteur des fleurs, qui peut accroître les revenus en devises étrangères du pays. Le ministre a précisé qu'il tenait à rencontrer les producteurs et les exportateurs de ce secteur au cours de l'exposition, dans le but d'écouter leurs propositions sur le développement et la promotion de ce secteur afin d'augmenter et d'améliorer les exportations dans ce domaine. Pour Abdelhakim Al-Waer, sous-directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la participation de la FAO vise à porter l'exposition sur la scène mondiale en invitant les pays au niveau international à participer à la prochaine édition. Il a ajouté que l'exposition offre de grandes opportunités d'emploi pour les jeunes et contribue à promouvoir les petits agriculteurs, tout en ouvrant de grandes perspectives pour les producteurs et les exportateurs de fleurs et de plantes ornementales. L'exposition comprend 3 axes principaux cette année. Le premier met l'accent sur la présentation des plantes rares cultivées en Égypte. Le deuxième axe s'intéresse à l'artisanat et les métiers traditionnels. Quant au troisième axe, c'est l'importance de la plantation, a expliqué la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad qui a participé à cet événement. La ministre a souligné que l'aspect le plus important de l'exposition est la mise à disposition des citoyens de produits à des prix minimes à partir de 5 livres égyptiennes seulement. Cela dans le but d'encourager les Égyptiens à participer aux efforts de boisement et à retourner à la nature, en particulier face aux défis environnementaux mondiaux, tels que le changement climatique et la désertification. Pour la première fois, l'exposition Diarna pour des produits artisanaux a été intégrée à l'exposition pour promouvoir les produits égyptiens sous le slogan Made in Egypt ou fabriqués en Égypte, et ce pour soutenir la main-d'œuvre égyptienne et l'artisanat et l'encourager à produire des pièces uniques. L'exposition du printemps est connue comme étant la plus grande exposition au Moyen-Orient. Elle est aussi la plus ancienne de la région arabe. Elle a été organisée pour la première fois en 1934. Elle est organisée chaque année par le ministère de l'Agriculture depuis 90 ans. Elle est considérée comme un événement culturel et économique exceptionnel. Le projet de la grande transfiguration à Sainte-Catherine dans le sud du Sinaï est presque terminé avec 90% des aménagements prévus terminés. Ce projet vise à stimuler le tourisme avec de nouveaux hôtels, de centres d'accueil de visiteurs et des infrastructures améliorées. Plus de détails dans ce commentaire. Le projet de développement de la grande transfiguration à Sainte-Catherine dans le sud du Sinaï est presque terminé, avec 90% des aménagements prévus achevés. Ce projet développemental à Sainte-Catherine constitue une pierre angulaire de la revitalisation de la péninsule compte tenu de son importance religieuse, touristique et thérapeutique mondiale. Conscient de son importance, le gouvernement égyptien a élaboré une vision globale pour développer la région et la placer en bonne place sur la carte du tourisme mondial. Cette initiative s'inscrit dans la vision 2030 de l'Égypte et vise à faire de Sainte-Catherine une destination mondiale de premier plan, en exploitant ses richesses environnementales et culturelles. L'importance historique et spirituelle de Sainte-Catherine, notamment en tant que lieu où Dieu s'est manifesté au prophète Moïse, fait de cette région une attraction majeure pour les touristes intéressés par le patrimoine religieux et culturel. L'objectif principal du projet
est de transformer la région en destination touristique en améliorant les infrastructures et l'expérience des visiteurs. Ce projet ambitieux s'inscrit dans le cadre des projets de développement menés par l'État dans les régions voisines, notamment Sharm el-Sheikh, Nuweiba et Taba. Tous ces efforts visent à consolider le statut du Sinaï en tant que pôle touristique et culturel de premier plan. Les plans d'aménagement mettent l'accent sur l'harmonie avec le patrimoine naturel et culturel unique de Sainte-Catherine. De nouveaux hôtels conçus pour refléter l'environnement particulier et l'esthétique traditionnelle de la région sont en cours de construction, parallèlement à la modernisation des installations existantes. Le ministère du Logement négocie également avec des entreprises internationales de premier plan, spécialisées dans la gestion de projets de tourisme spirituel et thérapeutique, afin de garantir une expérience de premier ordre aux visiteurs. D'importants travaux d'amélioration des infrastructures sont en cours, notamment l'élargissement des routes, la modernisation du réseau de distribution d'électricité et le développement de l'aéroport international Sainte-Catherine. Ces améliorations visent à accueillir l'afflux attendu de touristes et à exploiter les atouts uniques de la région. En mettant l'accent sur le tourisme spirituel et thérapeutique, le projet de développement de la Grande Transfiguration vise à renforcer l'attrait de Sainte-Catherine, renforçant sa position en tant que destination mondiale, tout en contribuant au développement durable de la péninsule du Sinaï. Le monastère de l'Azab est considéré comme l'un des monastères les plus importants du Fayoum, car il abrite la sépulture d'Amba Abram, évêque favori du Fayoum et de Gizeh de 1882 à 1914. Le monastère d'El Azab est situé à 6 km au sud de la ville d'El Fayoum. Il est considéré comme l'un des monastères les plus importants du Fayoum, car il abrite la sépulture d'Amba Abraham, évêque favori du Fayoum et de Gizeh de 1882 à 1914. Ce monastère a été construit au XIIe siècle par l'évêque Pierre du Fayoum. Le monastère contient 5 églises. Les deux principales sont l'église Abou Sefin, qui est complètement moderne, et l'église de la Vierge Marie, qui conserve très peu de vestiges du bâtiment d'origine du XIIe siècle, tandis que l'ensemble présente un aspect moderne. L'église Abou Sefin est entièrement moderne et se caractérise par ses dômes remarquables. Cette église abrite également les restes des martyrs du Fayoum et d'autres martyrs enfermés dans du velours rouge orné dans des boîtes en verre. Pour l'église de la Vierge Marie, il ne reste que quelques vestiges de l'édifice d'origine, datant du XIIe siècle, dans cette église dédiée à la Vierge Marie. De forme rectangulaire, elle est divisée en 4 nefs par 3 colonnades, chacune composée de 3 colonnes circulaires. Ces nefs se terminent par 4 sanctuaires de forme irrégulière à l'est de l'église. Un paravent en bois les sépare des autres nefs. Le gouvernorat de Luxor a organisé une grande célébration au temple de Luxor pour célébrer sa nomination de première capitale mondiale de la culture, de l'histoire et du patrimoine par l'Union afro-asiatique. La célébration a réuni de hauts responsables des secteurs du tourisme, de la culture et des médias d'Égypte et du monde entier. Avec ce reportage, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme. Merci de votre attention. La ville de Luxor a remporté à l'unanimité le prix Golden Awards décerné par le Comité international suprême de l'Union afro-asiatique, composé de 42 membres et représentant de toutes les institutions internationales et mondiales. Le prix lui a été décerné après la sélection finale et la compétition avec Kyoto au Japon. L'Union afro-asiatique a nommé la ville de Luxor première capitale mondiale de la culture, de l'histoire et du patrimoine. Ce prix vient reconnaître le statut mondial de Luxor en tant qu'icône de la culture et de la civilisation. Le président de l'Union afro-asiatique, Hossam Mohammad Darwish, a expliqué que ce prix est l'un des principaux prix décernés par l'Union pour honorer les villes qui ont un héritage historique et culturel exceptionnel. Le prix est décerné à la ville qui a distingué ses efforts en matière de préservation du patrimoine, de développement de la culture,
et de promotion du tourisme durable. Le gouverneur de Luxor a exprimé sa fierté de voir Luxor recevoir ce prix, soulignant que le grand patrimoine culturel de la ville nécessite une préservation et un développement continu. Il s'est engagé à réaliser un développement durable dans la ville digne de son statut de l'une des principales destinations touristiques du monde. L'Union afro-asiatique est une union internationale qui vise à renforcer la coopération entre les continents africains et asiatiques dans les domaines du tourisme, de la culture, de la technologie, du développement durable et de l'innovation à travers des programmes innovants et des initiatives internationales.